Bienvenue, dames et messieurs, dans Kin People, le show le plus stylé de la République démocratique du Congo. On est très heureux de vous savoir à l'instant sur B1 Télévision, très nombreux en train de nous suivre. Voilà, c'est le tout dernier épisode de la deuxième saison. Oui, c'est fini parce que ça valait la peine de terminer. Eh bien, nous allons revenir très fort dans pas très longtemps. Avec plaisir, dames et messieurs, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, nous serons de retour sur ce plateau de Kin People. Comme vous le savez, il y a toujours du beau monde sur ce plateau et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec beaucoup de plaisir un invité de marque qui a accepté de faire les déplacements sur ce plateau qui vous sera présenté dans pas longtemps. D'abord, nous voudrions dire merci à nos sponsors. Merci à Africell qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Merci à Martini 00 sans alcool qui est aussi un de nos partenaires, ainsi que Beauté qui continue à nous tenir compagnie pour cette deuxième saison de Kin People. Et sachez aussi que pour la troisième saison, nous allons avoir deux autres nouveaux partenaires qui vont se greffer à cette grande famille de Kin People avec qui nous allons cheminer pour la troisième saison. Ça sera sûrement vers le début du mois d'août. Dames et messieurs, merci à vous d'être là. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez et où et d'où, mais sachez que nous sommes très heureux de nous suivre à l'instant. Alors, sur ce plateau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours du beau monde. D'abord, je vais commencer par les deux dames qui ne me lâchent pas d'une semelle et qui m'accompagnent toujours. Elles sont toujours là. Christelle Dibata, bonjour. Bonjour Fanfan. Bienvenue. Merci. Bon week-end à toi. Merci, pareil. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un plaisir évidemment partagé avec toi Fanfan, avec nos invités, mais surtout avec nos téléspectateurs qui nous découvrent chaque semaine avec ce que nous leur apportons de mieux, parce que nous faisons évidemment le scan de ce qui se passe dans la société quinoise, Kin People, et c'est toujours un plaisir que de se retrouver pour partager un moment ensemble. En effet, un scan, comme elle l'a dit, donc on est dans tous les domaines et en tout cas nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aussi Chalim Msongo, ça va? Très bien, et toi? Bienvenue. Merci. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Toujours pétillante comme d'habitude. D'accord. Alors, votre invité, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons deux. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir deux hommes sur le plateau. Des fois, on a plus d'hommes, des fois, on a plus de dames. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour, monsieur Fanfan Sompi. Nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau, le DG Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de la République démocratique du Congo. Bienvenue. C'est un privilège. En tout cas, comme vous le savez, ce n'est pas tous les jours qu'on déplace un DG. Donc, merci de nous faire cet honneur. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et nous avons Madame Mireille Mokeni, qui est manager relations publiques à Frissel, qui est notre invitée, mais avec qui nous allons sûrement aussi parler de son autre casquette. Vous êtes conférencière, vous êtes auteur, écrivaine aussi. Et avec vous, nous allons parler de beaucoup de choses, mais aussi de ce livre qui est le vôtre, l'impact des relations sur le chemin de la destinée. C'est votre livre. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Fanfan. Je suis très honorée d'être là. Merci et bonjour encore. Voilà, il y a comme du beau monde. Sentez-vous à l'aise, monsieur le DG. C'est vraiment une émission interactive où on parle, en tout cas on intervient sur chaque sujet. Ne vous gênez pas, soyez très à l'aise. Merci. Alors, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons débuter cette émission Kin People. C'est parti. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'Académie des Beaux-Arts, c'est une institution, je pense, l'unique en Afrique centrale avec cette panoplie d'artistes qu'elle nous a mis sur le marché. Et on a plein dans différentes catégories. On parle de la sculpture, on parle du numérique aussi. Depuis un moment, vous formez des étudiants dans l'art, dans le numérique aussi. En tout cas, je voudrais aujourd'hui, monsieur le DG, que vous nous dites d'abord, c'était quoi votre première impression le jour où on vous appelait pour être nommé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pour être ministre ou bien pour être directeur général? Directeur, pas ministre, parce que vous êtes directeur général. Parce que je crois que vous avez connu un lapsus. Voilà. Alors, nommé? Oui, non, en fait, vous avez dit que le jour où on vous a appelé pour être ministre. Non, pour être nommé. Nommé. Ah, pour être nommé. Nommé, voilà. Alors, donc c'est ma maison. Voilà. Donc j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts.
avant d'aller poursuivre mes études en Chine. Alors, du coup, je connais bien la maison. Il y a des choses que moi, je trouvais qui n'allaient pas bien dans la maison quand j'étais étudiant déjà. Vous savez, moi, je me dis toujours, un meilleur étudiant, c'est celui qui sait donner des cotes à ses enseignants. Ok. Hein, alors, donc, du coup, moi aussi, je pouvais donner des cotes à mes enseignants où je pourrais me dire, mais qu'est-ce que ça demande juste pour qu'on remplace cette vitre ici? Voilà. Qu'est-ce qui ça pour demande qu'on balaye ici. Pour qu'on balaye, pour qu'on enlève un sachet ici, pour qu'on remplace un banc. Alors, donc, du coup, ce sont des choses qui, pour moi, déconstruisaient un peu l'image que moi j'avais de l'Académie des Beaux-Arts, parce qu'il faudrait le dire, moi, je suis venu de Lubumbashi. J'ai fait l'Institut des Beaux-Arts, qui bien. a fait les secondaires. Très bien. Et l'Académie, pour moi, c'est la capitale déjà. Et puis l'Académie des Beaux-Arts, si c'est la seule institution à l'époque, il faudrait dire qu'à l'époque, on avait des étudiants qui venaient un peu de partout, qui venaient de Cameroun, d'autres. En Angola, il continue toujours. Beaucoup d'artistes angolais de renommée internationale sont formés ici. Ils sont formés à l'Académie des Beaux-Arts. Très bien. Alors, donc, du coup, cette académie ne répondait pas vraiment à mon imaginaire. Ok. Alors, du coup, Être nommé, de sa grandeur. c'est comme si, quand j'ai été nommé, je savais tout de suite ce qu'il fallait faire. D'accord. Hein, donc, je sentais beaucoup plus... c'était le moment pour moi de montrer ce dont j'étais capable, si jamais je pouvais faire une critique, quand je n'étais pas aux affaires. Mais maintenant, là, l'occasion m'était donnée de pouvoir changer les choses en profondeur, et voilà. Alors, moi, j'aimerais plutôt revenir sur l'avant, c'est-à-dire qu'avant que vous ne soyez nommé directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, est-ce que vous pouvez brièvement revenir sur votre parcours? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez vous-même un artiste. J'étais loin de m'imaginer que vous étiez un ancien étudiant, un peu comme Liolo, qui a été un ancien étudiant qui est passé directeur général. Avant cela, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de votre parcours? Oui, bon, j'ai étudié à l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi, où j'ai obtenu mon diplôme d'État, je crois, en 1994. Et tout de suite, je voulais venir à Kinshasa pour poursuivre mes études. Et c'est en 1995 que je suis arrivé à Kinshasa. Alors, arrivé à Kinshasa, parce que je me considérais déjà comme un artiste, je suis parmi quand même les rares élèves qui vendaient des œuvres à Lubumbashi. Ce qui m'a permis de payer mon propre billet pour quitter Lubumbashi et venir à l'Académie des Beaux-Arts et payer toutes mes études, en fait, tout mon parcours universitaire. Ah bon? Avec vos œuvres? Avec mes œuvres. Ça devait être exceptionnel, alors on devait être un petit jeune. Non, en fait, beaucoup d'étudiants de l'Académie des Beaux-Arts les font. Ah bon? Des personnes qui se considèrent comme des artistes. Pas des personnes qui attendent les diplômes. C'était quoi concrètement vos œuvres? Moi, je fais la peinture. D'accord. Bien sûr, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on dessine? C'est des fleurs, c'est des paysages, c'est un portrait. Hein, donc, des choses assez faciles, des choses assez basiques, en fait. Basiques, mais qui permettent à ce qu'on puisse avoir des moyens pour, quand on est jeune, s'acheter ses propres choses. Hein, vous savez, parce que je pourrais vous s'autonomiser déjà. Je pourrais vous dire une chose. Mon papa, moi j'ai toujours été attiré par de belles choses. Hein, ça, c'est des anecdotes. Mon papa pourrait me donner 50 $, pour acheter une paire de chaussures. Parce que comme moi je savais mettre l'argent de côté, je reviendrai avec une chaussure qui coûte 150 $ et je lui dirai qu'elle a coûté 50 $. Voilà. Et lui me dira, mais si ça me convient, je te donne encore 50 $, tu vas racheter. Et comme moi j'ai un petit pied, alors, donc voilà. Voilà, mais dis-moi, il se disait toujours il y a quelque chose, on peut accumuler beaucoup de choses comme ça, où j'ai rajouté toujours beaucoup d'argent à ce qui m'était donné, et j'ai déclaré toujours que c'était... Mais il savait que je vendais un peu. Donc, arrivé à Kinshasa, je retrouve cette institution qui a ses noms prestigieux, mais qui était un moyen pour moi. Donc, c'est la seule institution. Voilà, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, notamment Liolo, Lema Koussa, qui m'ont adopté. Hein. J'étais étudiant, mais c'est des personnes qui m'ont adopté, et qui, vers la fin, c'était presque des amis. Alors, je termine avec une distinction. Je suis retenu comme chargé de pratiques professionnelles. Hein. Donc, ça, c'est les grades quand on n'est pas encore licencié. Alors,
les DG de l'époque me confient une mission, c'est de ressusciter les départements de peinture. Il me dit, s'il y a un problème, vous vous référez à moi. Hein, je crois que je me suis acquitté de ma tâche de la très bonne manière, ce qui a fait en sorte que quand il s'est présenté, il y a une occasion d'une bourse pour aller faire la licence en Chine, parce qu'il n'y avait pas de licence à l'Académie des Beaux-Arts à l'époque. Alors j'étais le premier candidat. Mais maintenant, il y en a, et nous avons même d'obtenir l'autorisation de faire fonctionner une école doctorale. Ah, félicitations. Donc du coup, nous aurons des docteurs maintenant, bientôt, qui seront formés à Kinshasa. D'accord. Alors donc du coup, j'irai faire ma licence en Chine, où j'ai côtoyé au fait le monde, parce qu'à l'époque, il faudrait dire, c'est en 2001, quand je pars en Chine, beaucoup de personnes ne connaissaient pas grand-chose de la Chine. Okay. Mais moi, la Chine m'a ouvert au monde parce que j'ai retrouvé toutes les nationalités, au fait, qu'on pourrait imaginer, qui étudiaient en Chine, notamment les Américains, les Français, les Belges, tout ce qu'on ne pouvait pas s'imaginer de loin. D'accord. Alors, donc, c'était une porte sur l'univers, qui a fait en sorte que j'étais tenté tout de suite de repartir là-bas pour faire mon master et après faire mon doctorat là-bas. D'accord. Alors, quand je suis revenu, dans l'entretemps, quand je suis revenu, parce que je partais avec interruption, et j'ai été nommé aussi chef de département peinture, donc 2 fois dans ma carrière, j'ai été nommé chef de département de peinture, et en revenant, comme j'étais docteur en art plastique et phénoménologie de l'art, alors en revenant, j'ai été nommé professeur associé, hein, donc professeur associé, maintenant je suis professeur full. Et voilà. Mais j'étais nommé directeur général quand j'étais... Phénoménologie de l'art. Ça veut dire phénoménologie de l'art. Mais déjà, vous avez un phénomène, hein, donc vous avez phénomène Gamma. Donc, hein, c'est l'étude du phénomène. Hein. Okay. Donc voilà, un phénomène doit être étudié. Quand ça apparaît pour la première fois, des fois les gens ne savent pas donner une explication. Vous pouvez me donner un exemple concret, c'est-à-dire, voilà, par exemple, sur tel cas, c'est vraiment ça qu'on appelle phénoménologie de l'art. Bon, parce que je suis très sûr que nos téléspectateurs, beaucoup ne comprennent pas grand-chose. Voilà. Alors, vous avez par exemple, je vous dis, une œuvre d'art. Voilà. Hein, une œuvre d'art qui est un dépôt, hein, bon, encore là, qui est un dépôt de signification. Vous savez, dans une œuvre d'art, il y a les éléments, il y a certains éléments, par exemple, qui sont présentés dans une œuvre d'art, qui permettent à ce qu'il y ait une lecture cohérente. D'accord. Alors donc du coup, c'est la connaissance, comment on construit une œuvre d'art, par exemple, qui devient un champ communicationnel. Quels sont les éléments que vous devez mettre dedans? Okay. Hein, donc savoir donner une lecture d'une œuvre d'art à partir des éléments qui sont, que l'artiste a choisi de mettre en exergue. Okay. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Prenons un peu le tableau de la Joconde, par exemple. Bon, alors, l'œuvre de la Joconde, par exemple, comment est-ce que du point de vue phénoménologique, on pourrait lire une œuvre comme ça? C'est vous essayez de faire la lecture d'abord du personnage, connaître qui est l'auteur qui l'a réalisé, quel est l'environnement dans lequel il a existé, et quelles sont les différentes anecdotes qui ont été racontées autour de lui pour trouver, parce que vous trouverez que la même œuvre pourrait avoir plusieurs significations. Plusieurs anecdotes qui essaient de vous dire que par contre, voilà, ça c'est son autoportrait, d'autres non, c'est la femme d'un riche mécène, ainsi de suite. Alors maintenant, vous vous dites, partant de tous ces éléments-là, vous dégagez que c'était juste un portrait. Et il y a des œuvres qui sont phénoménologiques et les autres qui ne le sont pas. Hein, donc un portrait n'est pas phénoménologique. Un portrait qui vous représente, c'est votre œuvre. Mais maintenant, un portrait, par exemple, une œuvre qui est supposée rendre hommage à un leader, hein, donc un leader qui puisse être Lumumba, que ça puisse être notre président. Il faudrait que quand l'artiste rend cette œuvre-là, que chaque personne, que ce soit un Congolais, que ce soit un Angolais, que ce soit, puisse reconnaître dans ces messieurs-là, qu'on ne puisse même pas être obligé de poser la question, c'est qui? Mais qu'on puisse voir que c'est un leader. Mais peut-être pas le nôtre,
Ouais, mais un leader africain. un leader, pourquoi? Parce que les rendus, les éléments, les attributs qu'on met autour de ces personnages-là fait en sorte que tout le monde les reconnaît comme un leader. Donc c'est comme un discours autour des lèvres, comme un phénomène. D'accord. Voilà. Alors, docteur, Mireille, tu peux poser cette question, hein, t'inquiète pas, sois à l'aise. Hein. Tu peux vraiment poser une question, sois à l'aise. Alors, je voudrais vous citer un nom. Ouais. Kadima. Kadima, c'est qui? M. Kadima. Le jeune qui fait des portraits à chaque événement. Ah oui, je vois. Voilà. Alors, je voudrais savoir sur le plan artistique. Ouais. Vous avez sûrement vu tous ces dessins qui circulent, que ce soit pour Béni, que ce soit pour l'agression contre le Rwanda, que ce soit sur le combat entre Tony Yoka et Bakole et tout. Et, alors, sur le plan artistique, il y a beaucoup de critiques en fait. Sur, vous, en tant qu'expert. Justement, vous pouvez prendre les œuvres de Kadima. Pourquoi ça pose un problème? Voilà. C'est parce que justement, il y a des éléments phénoménologiques qui font en sorte que vous avez des boxeurs. Alors, vous prenez l'autre boxeur... Vous le mettez en talon. Vous le mettez en talon. Alors, tout le monde sait que quand on parle de talon, on parle de femme. Voilà. Donc, du coup, l'homme considère Tony Yoka comme une femme. Voilà. Alors, voilà, c'est ça la lecture, en fait. Alors, donc, du coup, c'est parce que l'œuvre n'est plus juste... quelque chose... n'est plus juste quelque chose de gratuit. Ça devient un champ communicationnel, un terrain de communication où on choisit tous ces éléments de manière minutieuse pour que vous ne soyez pas obligés, vous mettez une œuvre qui est supposée créer, transmettre, vous prenez l'artiste, il voulait faire passer ce message. Très bien. Mais maintenant, il vous présente l'œuvre, mais vous l'applaudissez parce que vous y voyez la personne que lui voulait dénigrer. C'est la personne qui se retrouve glorifiée. Alors, il y a un problème. On pourrait se dire qu'il n'a pas bien choisi ces indices phénoménologiques. C'est parce qu'il les a bien choisis que les réactions sont celles-là qui sont attendues parce qu'il sait bien choisir. D'accord. Alors, et tout ça, Vous prenez l'image, une autre image qui a créé problème, vous connaissez la croix gammée. Voilà. Donc, la croix gammée a son histoire. Voilà. Tout le monde connaît le visage de Hitler avec sa moustache. Alors, donc, du coup, ce n'est pas gratuit. Alors, tout ça, il y a toujours un message qui accompagne. Voilà, c'est ça. Donc, l'œuvre d'art, tous ces éléments, comme terrain phénoménologique, l'étude de tout ça. Artiste au départ, mais maintenant, comment est-ce que vous arrivez, parce que professeur d'université, comment est-ce que vous arrivez à guider les étudiants en tant que coach, comment ils peuvent construire des œuvres qui ont du sens? Très bien. Et comment vous pouvez aussi décoder des œuvres qui posent problème ou des œuvres énigmatiques. Alors, moi j'ai une question. Vous avez dit que vous étiez à Lubumbashi, ensuite vous êtes arrivé à l'Académie des Beaux-Arts. En tant que bon étudiant, vous avez pu critiquer, en tout cas, côté vos étudiants et côté peut-être... Non, j'étais étudiant, donc je pouvais côté mes enseignants, mais silencieusement. Vous devenez DG, vous nous avez parlé de certains changements que vous saviez déjà que vous alliez mettre en place. Quels sont les plus grands changements entre le moment où il y avait une autre direction et le moment où vous y êtes à présent? Donc déjà, c'est la structure, l'infrastructure. Je me dis, un atelier de peinture doit avoir des chevalets, par exemple. Une salle de classe, un auditoire doit avoir des bancs. Mais quand il n'y en a pas, donc ça veut dire que vous devez fabriquer des bancs, vous devez les acheter. Donc une salle de machines, donc c'est une salle, vous avez un département de photographie. Vous avez besoin de machines, vous avez besoin d'un labo. Alors, donc, c'est des petites choses comme ça. Où vous avez un chef de section qui gère toute une section. Est-ce qu'il a un bureau? Est-ce que son bureau représente les fonctions qui sont les siennes? Donc, ça veut dire qu'il faudrait que les gens n'aient pas obligatoirement besoin de voir les directeurs généraux. Il faudrait que quand ils voient les chefs de section, ils se disent, c'est un vrai chef, il a les attributs, il a un bureau respectable. Alors, donc, nous sommes partis sur des petites choses. Nous sommes aussi dit, une école d'art, c'est une école doit toujours, à chaque fin d'année, présenter les résultats, les meilleurs résultats de ses étudiants. C'est ici que nous avons aussi inauguré l'exposition universitaire, donc à chaque fin d'année. Nous nous sommes mis aussi parce que moi je me dis, la qualité ne se décrète pas, la qualité se construit. Donc, elle passe par l'infrastructure. Et deux,
Elle passe par un bon curriculum. Ouais. Et trois par les ressources humaines. Alors donc du coup, nous avons commencé par l'infrastructure, des deux, nous avons revu les curriculums et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui déjà, nous avons, parce qu'avec le système LMD, nous avons une licence de 4 ans, alors qu'ailleurs ils ont une licence de 3 ans. Et puis nous avons formé beaucoup de jeunes, donc beaucoup de masters. Donc moi j'ai fait la Chine, j'ai envoyé plusieurs personnes en Chine. Aujourd'hui là il y a un docteur, il y a 2 masters qui sont en train de rentrer, il y a 3 autres masters qui étaient déjà en train de rentrer, donc après le master il ne reste plus que le doctorat. Et on essaie, et puis plusieurs stages, des enseignants pour une remise à... D'accord. Alors, une question, déjà on a vu... Et puis ça passe par des petites choses. Hein. Voilà. Donc on dit toujours l'environnement. Il y a une vitre qui est cassée ici, il faut la remplacer, il ne faudrait pas attendre. Justement, en parlant de l'environnement, qui était à l'Académie des Beaux-Arts dernièrement? Mireille, tu es allé, tu as vu, ça va? Qu'est-ce que tu as remarqué? Bon, j'ai aimé déjà l'environnement, la pelouse. La pelouse. J'ai aimé les arts qui étaient exposés, parce qu'il faut dire qu'on était partis ensemble avec une équipe d'Africel pour une visite. D'accord. Donc on a pu s'apercevoir qu'il y avait des œuvres d'art qui étaient exposées, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi visité la salle de travail, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais on a vu des la salle d'exposition? Ou bien vous avez visité un atelier? Un atelier, ils étaient vraiment en train de travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, comment les étudiants le font. D'accord. Alors moi, je vais parler de l'environnement. On sait tout ce qu'il y a 3, 4, 5 ans avant. Bon, l'académie ressemblait un peu à tout ce qu'on sait, avec beaucoup de bistrots déjà à l'intérieur. On continue de célébrer des mariages à l'intérieur. Il y avait, en tout cas, la pelouse, elle n'existait presque pas. Et on organisait des grosses kermesses. Mais après, à un moment, ça s'est tout arrêté. Voilà. Notamment la foire agricole. La foire agricole qui, à un moment, il y a eu 2 ou 3 éditions. Après, on ne l'a plus revu là-bas. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez des problèmes avec les autres autorités. Mais après, déjà, je voulais savoir, c'était vraiment votre combat d'avoir une image tellement positive. Parce qu'il faut aussi dire que le roi est venu vous visiter. C'est parmi, je pense, les éléments qui ont poussé aussi que, par exemple, la présidence ou l'ambassade de Belgique mettent aussi l'académie dans son agenda. C'était vraiment important de rendre cet endroit aussi beau. Oui, moi je trouve, je donne toujours un exemple parce qu'il y a des personnes qui aiment toujours, qui n'aiment jamais reconnaître les choses positives. Quand vous lui dites, il entre, mais oui, ça c'est juste la pelouse. Quand vous lui montrez, mais ça c'est juste un bureau. C'est des gens qui n'ont pas une vision globale. Moi je dis toujours aux gens, si vous allez à Harvard et que vous arrivez à Harvard, vous trouvez que rien qu'à l'entrée déjà que c'est un endroit sale, alors vous allez vous dire, Harvard vraiment est en gros. Alors vous n'avez pas encore vu les professeurs. Je crois que ça, c'est ça l'entrée déjà. Alors maintenant, venez voir un peu, si cette entrée qui est propre et que vous entrez dans les salles ne sont pas propres et que vous voyez que les enseignants ne sont pas à la hauteur, moi je trouve que l'honnêteté c'est celle-là. Alors donc du coup, moi je voulais un endroit où on respire la science, où on respire la culture. Très bien. Parce qu'à côté de notre mission d'enseignement, on s'identifie aussi comme un centre culturel. Très bien. Alors le combat, c'était celui-là, de dire que chaque personne devait s'impliquer pour garder cet endroit propre. Donc c'est chaque jour, les étudiants ils savent que moi, je ne peux pas passer. Si je trouve, il y a toujours des étudiants qui sont assis, mais à côté d'eux, les bouteilles d'eau, donc ils ont... quand ils finissent de prendre, je sais pas, un coca ou de l'eau, ils les laissent juste à côté de mes regards. Et là, c'est fini. Regardez-vous, vous êtes très, très bien habillés. Regardez autour de vous. Et la poubelle, elle est juste là. Alors moi, j'ai dit ça, vous voulez que je le fasse? Non, non, ne le faites pas, nous allons devoir le faire. D'accord. Alors donc, je crois que les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, ils sont devenus assez différents, mais de manière positive. Très bien. Donc, je crois que le départ, c'était celui-là. Nous organisons... Que dans la tête des étudiants, que la propriété de l'environnement est très importante. Mais c'est comme on dit, mais l'esprit sain n'habite qu'un corps sain. Très bien. Donc, si vous prenez voilà, ces sites comme un corps, alors donc, du coup, obligé, les personnes qui y sortent aussi, ce sont des personnes assez fières, des personnes bien construites. Okay. Alors moi, je crois que c'est l'association de tout ça.
des échos aussi, des nouvelles filières qu'on a ajoutées, notamment la filière de photographie, très important, ouais. la filière de photographie, qui est un terrain assez important parce que les départements de photographie, c'est l'image seulement, ce n'est pas la photo, c'est l'image, qu'elle soit fixe ou mouvante. Donc il y a beaucoup de réalisateurs qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts. Avant, ils venaient du département communication visuelle, aujourd'hui qui est un département photo où il y a une très bonne professeure qui enseigne là-bas, Cécilia, qui est de nationalité aussi, de nationalité italienne. D'accord. Il y a le département de design qui s'est ajouté, et puis il y a le département de restauration et conservation. Très bien. Des œuvres d'art, parce qu'on parle de patrimoine, mais maintenant... Effectivement. Voilà. On peut une question sur ça. Oui, mais l'œuvre d'art qui est revenu de la Belgique. Voilà. Vous savez un peu... Il y a quand même une grosse polémique autour. Oui, nous, on n'a pas attendu ça. Nous nous sommes dit, c'est un département du futur. En Afrique centrale, nous sommes la seule institution à avoir un département comme celui-là. Donc, c'est comme une polyclinique pour les œuvres d'art. Donc, ils viennent là-bas malades, il faudra sauver une œuvre qui est attaquée fortement. Donc, on forme des spécialistes pour prévenir. Vous savez, l'idéal serait de ne pas tomber malade. L'idéal serait de ne pas restaurer. L'idéal, c'est de bien conserver. Très bien. Alors, on forme les conservateurs et au cas où la conservation n'aura pas réussi, on restaure. C'est ainsi que depuis que nous sommes là, nous avons restauré au moins 64 pièces du musée qui ont été restaurées et rendues par les étudiants. Au musée parce qu'ils sont, le musée est notre partenaire. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Chalim, du masque que le roi de Belgique. Non. Je crois que c'est un faux débat. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les artistes signent. Henri Kalama signe et doit authentifier. À mon absence, mes enfants, mon épouse pourraient authentifier. Mais à l'époque, les œuvres étaient produites en communauté. Vous vous dites, par exemple, nous sommes 5 ici, au service de la communauté. Donc les œuvres qui viennent d'une même région, on sait que c'est un masque qui est utilisé pour tel rituel. Alors, donc, du coup, Fanfan nous crée un masque à cette utilité-là, avec ses compétences, ses limites aussi artistiques. Voilà. Mais il connaît que tel endroit, les yeux doivent avoir telle forme. On doit ajouter telle sorte de raffia comme coiffure. Il nous fabrique cette œuvre-là. Pour représenter telle chose. Oui, pour un rituel, cette pièce-là va servir. Et puis cette pièce-là, peut-être, se déplace pour aller dans une autre communauté. Et puis vous vous dites que, ou bien vous trouvez que l'œuvre est assez endommagée. Vous demandez maintenant à Madame Mireille, voilà, de vous fabriquer un autre. Alors vous voyez un peu que ce n'est pas une machine qui fabrique. C'est un humain. C'est un humain. Mais est-ce que les idées, les caractéristiques du masque, vous verrez que les caractéristiques du masque sont les mêmes. On peut en retrouver 5 ou 6 et vous verrez qu'ils ne seront pas identiques. Mais ils auront les mêmes caractéristiques. D'accord. Voilà. Donc le masque rapporté, il est authentique. Il est authentique. Alors, nous allons parler de la visite du roi. C'était quoi vos impressions DG de recevoir le roi dans vos installations? Eh bien, ça n'arrive pas chaque jour. Je me dis, quand j'ai reçu l'information par le protocole d'État, je me suis dit... Il faut un petit coup de balai vite fait. Oui, bien sûr. S'ils nous disent que nous venons chez vous parce que nous aimons bien les cadres, mais il faudrait maintenant peut-être faire monter encore des niveaux, et la maintenance et monter un scénario qui fasse en sorte, si le protocole d'État nous a toujours visités, si l'ambassade de Belgique nous a toujours visités, mais c'était pour la première fois que le roi, Philippe est arrivé, parce qu'en 70 déjà, il y a le roi Baudouin qui était là, avec la reine Fabiola, par l'Académie des Beaux-Arts. Ah, ok. Voilà un peu. Bien sûr, mais le roi a pu voir ça dans notre livre d'or. Dans les livres d'or, il a pu voir. Il y avait la signature du roi. Voilà, en 70. Donc à 70, nous on s'est dit cette visite parce que le roi lui-même, c'est un peintre. Voilà. Donc, voilà, il était dans son milieu. Il était dans son milieu et c'était important donc qu'il puisse voir un peu la jeunesse congolaise, comment elle est formée
hein, donc la jeunesse congolaise qui a choisi les arts. D'accord. Alors, sa visite vient jeter un coup de projecteur sur notre institution. Et cette visite, elle est aussi communication. Très bien. Parce que beaucoup de personnes se disent toujours... Moi, je me rappelle encore quand j'étais étudiant que j'ai rencontré des personnes qui pensaient qu'ils y arriveraient mieux que moi, parce qu'ils faisaient l'économie, voilà, ils faisaient les droits. Et ils disaient, mais toi, tu vas vivre comment? Voilà. Donc, toi, tu seras juste un artiste. Et là, tu dessiner tes histoires. comprenais un peu de gens qui avaient une vision assez limitée. Oui, évidemment, cette vision-là, on la voit également dans le parcours de Liolo lorsqu'il annonce qu'il était parti, lorsqu'ils ont reçu le maréchal en Autriche et qu'on faisait passer les étudiants zaïrois qui étaient là-bas, il y avait les économistes. Et puis lui, c'était l'artiste. En fait, il est allé étudier les statuts. Et curieusement, c'était le seul étudiant auprès duquel le maréchal s'était rapproché pour essayer vraiment de comprendre, de discuter, tandis que tous les autres docteurs et autres... Vous comprenez un peu. Alors, donc, il y a un changement même dans la perception. Aujourd'hui, nous sommes une institution, parmi les rares institutions qui ne font pas la publicité pour recruter. Mais les gens sont aux aguets. Voilà, les élèves viennent d'eux-mêmes. Oui, voilà. Alors, c'est pour dire que les parents, la perception de l'artiste dans la société a un peu changé par rapport à cette institution. Et la visite de leur majesté, et surtout du chef de l'État aussi, a fait en sorte que nous puissions nous sentir un peu, pas un peu, nous sentir honorés, et reconnus. Et en même temps, c'est une communication auprès de la population, des personnes qui ne comprennent pas c'est quoi l'importance de l'artiste dans la société, qui doivent se poser des questions et peut-être... Pour se poser des questions, c'est déjà travailler à une réponse. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est déjà le début d'une réponse. Alors, c'était juste pour savoir maintenant quelles sont les perspectives d'avenir de l'Académie de Beaux-Arts, vu que ça va faire, c'est plus de 5 ans que vous êtes là. Vous avez dû amorcer un certain nombre de réformes, mais aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour, je dirais, les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années? Oui, déjà, c'est accroître notre capacité d'accueil. Et diversifier les offres de formation. Diversifier les offres de formation. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous devez... Qu'est-ce qui manque? Vous savez, aujourd'hui, nous avons la photographie et le design qui n'existait pas, la restauration qui n'existait pas. Nous devons avoir un département de l'animation 3D et D2. Donc, les bandes dessinées, donc pour produire des contenus purement congolais. Et un département de publicité. Parce que tout ça, là, maintenant, c'est enseigné dans le département dans la communication visuelle. Un département d'illustration des bandes dessinées. Donc, professionnaliser, c'est ça même la spécificité donc, c'est un défi avant de partir. Oui. Donc, peut-être ajouter même 3 autres départements. D'accord. Donc, faire en sorte que nous puissions avoir une taille assez respectable en termes qui pourrait faire en sorte que les offres de formation soient diversifiées et faire en sorte aussi que beaucoup de personnes, je crois que vous avez des annonceurs, toutes ces personnes-là, puissent faire, je crois que même beaucoup de choses que vous utilisez ici, vous verrez que les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts sont derrière tout ça. Effectivement. Et voilà, donc faire en sorte que les personnes qui ne veulent pas encore faire intervenir les artistes ou les spécialistes puissent comprendre qu'ils n'ont pas le choix que de composer avec l'Académie. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour les DG, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur Henri Kalama, pour en tout cas toutes ces explications. En tout cas, on a compris un peu en gros qu'est-ce que c'est que l'Académie de Beaux-Arts. On espère venir faire un petit tour. Madame, on pourra faire un petit tour à l'Académie de Beaux-Arts. On va filmer tout ça, on va visiter, on va un peu voir comment ça se passe. On va venir. On va dépêcher l'équipe avec grand plaisir. Voilà, on va. Très agréable. On va vraiment le faire. Merci à vous, monsieur le DG, d'être passé sur ce plateau. On va vous libérer parce que sûrement vous avez des tâches. Nous allons poursuivre notre émission. Un petit mot à nos téléspectateurs, à tous vos futurs étudiants qui regardent sûrement cette émission, mais à tous les Africains aussi, parce que l'émission, elle est en international, on nous regarde partout dans le monde. Dites-leur de venir à Kinshasa. Oui, déjà je prévois une tournée africaine, c'est juste pour aller faire revenir tous ces étudiants qui ont fréquenté l'Académie des Beaux-Arts par le passé. Très bien. À dire que nous sommes à nouveau disponibles. Ce que je n'ai pas mentionné est que nous avons une bourse locale. Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a au moins plus de 50 étudiants qui étudient gratuitement à l'Académie des Beaux-Arts. Très bien. Alors donc du coup, nous sommes en train d'étudier comment offrir certaines bourses aussi aux étrangers,
mais peut-être que nous n'aurons pas les moyens d'offrir ou encore d'assurer leur déplacement. Donc, voir un peu quel est le partenariat qu'on pourrait signer avec certaines structures pour permettre à tous ces étudiants-là, peut-être qu'on pourrait commencer avec 6, 2 par pays. J'ai quelques pays déjà en tête. D'accord. Donc voilà un peu. Donc si vous les enfants à l'Académie des Beaux-Arts, donc l'artiste, c'est quelqu'un de très important dans la société. C'est les coûts de la société et c'est la tête même de la société. Les coûts parce qu'il vous permet de voir des choses assez importantes sur auxquelles vous n'accordez pas assez d'importance, mais qui sont des choses importantes. Et vous permet aussi de trouver des solutions. Mais il utilise la peinture, il utilise la sculpture, il utilise la télévision, il utilise l'environnement dans lequel je vois les cadres dans lesquels, si les cadres ici est plaisant, je crois qu'un architecte d'intérieur est passé par ici. Effectivement. Donc, et tout en espérant si j'essaie de fouiller, je pourrais même vous dire que je connais certaines personnes qui sont passées par là. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, c'était un très grand honneur et privilège d'être reçu. En tout cas, nous, l'équipe, on est très, très, très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Oui. S'il n'y a pas d'embouteillage. Merci beaucoup, monsieur le DG. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une toute petite pause. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Et la suite de cette émission, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons 2 invités et nous allons continuer. Alors là, je suis vraiment envahi par des belles dames. Je suis très conquis, merci. Alors, Mireille Mokeni, on va parler de vous maintenant. On va parler de ces livres qui est sorti depuis l'année dernière. Depuis 2020. Depuis 2020. Septembre 2020. Septembre 2020. Alors, je rappelle que vous êtes écrivaine, auteure, conférencière et que... Il n'y a pas longtemps, vous avez eu la conférence ESER, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est avec des femmes? Oui, alors ESER, le rendez-vous de femmes des qualités et d'influence. Femmes de qualité et d'influence. Tout à fait. Donc le thème, c'était équipées pour l'envol. C'était important de rencontrer toutes ces femmes, justement pour partager avec elles des clés, afin qu'elles, à son tour, puissent intégrer des principes qui vont nous permettre à toutes d'ailleurs de pouvoir avoir un impact réel et positif au sein de la société. Impact réel et positif, c'est très important. Comme le dit votre livre, l'impact des relations sur le chemin de la destinée. Alors, il y a une question déjà? Alors, première question chez moi. Il y a combien de types de relations? Comment vous définissez les relations? Alors, dans ce livre, je traite de 3 relations, principalement. Je parle de la première relation que l'homme doit entretenir. Je rappelle que ce livre est à caractère d'édification. Donc, la première relation qui influe dans la vie de l'homme, c'est celle que l'homme entretient avec son Créateur, donc avec Dieu. Avec Dieu. Voilà, et la deuxième relation, c'est celle qu'on entretient avec nous-mêmes. Et ensuite, la troisième relation, c'est celle qu'on entretient avec les personnes qui sont autour de nous, donc avec la société. La société. Alors, quelle est votre lecture, en fait, de toutes ces relations? Qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Qu'est-ce que vous avez dégagé comme constat pour arriver à écrire et à définir toutes ces relations dans ces livres? Bon, vous savez, aujourd'hui, l'homme est parfois déçu de certains types de relations qu'il peut tenir avec l'autre. Ça peut être une relation d'amitié, une relation amicale, une relation professionnelle, une relation spirituelle, une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des attentes irréalistes, vous savez. Et donc, je traite plus particulièrement des raisons
des raisons profondes pour lesquelles aujourd'hui les relations n'arrivent pas à avoir une issue. Aujourd'hui, les relations se brisent. Vous avez des relations entre parents et enfants qui se brisent complètement, des relations amicales qui se brisent. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément fondamental qui n'a pas été pris en compte. La relation avec notre Créateur, parfois. L'homme a tendance à aller directement vers l'autre. Alors que dans ce livre, je parle de l'importance de commencer une relation, par exemple, avec son Créateur, qui ensuite, lui, à son tour, touche l'homme, et c'est l'homme qui s'attache à nous. Ah, donc d'abord Dieu. Tout à fait. Et lorsque vous touchez le cœur de Dieu, Dieu à son tour, il touche le cœur de l'homme et l'homme s'attache à nous. D'accord. Donc très souvent, nous avons des attentes irréalistes. Je compte sur Fanfan. J'ai des attentes envers Fanfan. Et lorsque Fanfan, lui, à son tour, me déçoit, eh bien, vous comprenez par la suite que je suis complètement brisée. Donc, il y a cet aspect fondamental, il y a ce pilier, ce fondement qui doit être traité à la base pour que même si aujourd'hui Fanfan me déçoit, ben, je reste solide. Je reste forte et tout et tout. Tout à fait. Alors, mesdames, des questions. Il y a le bruit là qui vient. Ça me rappelle toujours Christelle en fait. Voilà, alors, allez-y. J'ai juste une question. La première relation donc, de l'homme avec son Créateur, qu'en est-il des personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu? Du coup, elles n'ont que deux types de relations. Bon, je m'abstiens d'en parler en profondeur, mais écoutez, vous savez, l'homme doit avoir à sa tête une personne à qui il doit rendre compte. L'homme dépend de quelqu'un. Qu'en est-il de cette personne qui est athée? Il dépend de qui? Cette personne qui est appelée à découvrir. Vous savez, dans ce livre, je parle de l'impact de relations sur le chemin de la destinée. La destinée est un mot-clé. C'est-à-dire que moi, tout comme une personne qui est athée aujourd'hui, a une destinée. Et cet homme sera en incapacité justement de découvrir cette destinée si elle n'est pas soumise justement à un être supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne parle pas de personnes athées. Voilà, c'est un livre à caractère d'édification, donc pour une personne croyante. Je suis une personne croyante qui croit en Dieu, qui croit en l'existence de Dieu, et je m'accroche à ça pour entrer en possession de ma destinée. D'accord. Alors, des questions? Moi, j'avais une question. En fait... je ne t'ai pas présenté. Alors, je présente votre entrepreneur du jour. Ouais. Elle s'appelle Madame Grace Kikina Mungul Diaka. Donc, je pense que le nom dit quelque chose à quelqu'un. Et avec elle, on va revenir en fin d'émission pour parler de ces années-là, un festival qui va intervenir dans quelques jours. Dans quelques jours. D'accord. Alors, une question. En fait, j'aurais aimé que vous puissiez me dire, est-ce que vous pensez que toutes les relations, notamment le mariage, se brisent parce que justement, elles n'ont pas commencé d'abord par cette relation intime avec Dieu, et qu'en fin de compte, ben voilà, quand on va directement vers l'autre sans passer par Dieu, le résultat, c'est forcément l'échec. Et donc, c'est peut-être l'une des raisons principales des divorces que nous vivons ces temps-ci, enfin, notre génération en tout cas. Je ne suis pas mariée, mais je dirais que je pense vraiment qu'en grande partie, il y a des relations aujourd'hui maritales qui se brisent par rapport à ça. Tout part des objectifs pour lesquels je m'attache à une personne. Pourquoi est-ce que je veux être avec cette personne? Pourquoi je dois me marier avec cette personne? J'ai parlé tout à l'heure des attentes irréalistes. Vous savez, la femme, en Ézer, je reviendrai un peu sur ce mot Ézer qui est un mot hébreu. Le mot hébreu Ézer veut dire soutien. Aide, voilà. Aide, rempart, protection. Et donc, lorsque Dieu dit « je lui ferai une aide semblable », dans ce contexte, le mot « aide » veut dire « soutien, aide ». Donc, ça représente même l'identité de la femme et les rôles que la femme est appelée à jouer au sein de son foyer ou tout simplement autour d'elle. Mais qu'en est-il justement lorsque cette femme n'est pas en possession des informations du rôle qu'elle est censée jouer? Lorsqu'elle arrive dans ce mariage et qu'elle n'a pas pris possession justement en connaissance, je dirais, de ses rôles, elle sera en incapacité de jouer le rôle qu'elle est appelée à jouer au sein de son mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, vous rencontrez un homme, par exemple, qui a une destinée glorieuse, un grand homme de Dieu ou un grand homme, je dirais, Fanfan, qui a un avenir et tout. Et cette femme qui arrive dans ce mariage, qui ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre justement où est-ce que Fanfan va.
Elle n'arrive pas à se mettre à niveau, elle n'arrive pas à se mettre à jour parce qu'elle n'a pas compris le rôle qu'elle est appelée à jouer. Elle n'a pas compris son identité qui elle est. On parlera de l'identité si on a le temps, parce que j'en parle dans mon livre. Dans les livres. Et aujourd'hui, je crois même que plusieurs mariages, plusieurs relations amicales, professionnelles se brisent parce qu'il est d'abord question d'une identité. Lorsque tu ne connais pas ton identité, l'abus est inévitable. Il y a des personnes qui sont abusées au sein de leur foyer parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Lorsque tu connais ton identité, voilà. Mais après, c'est que tu qualifies dans le livre, je pense, des relations toxiques, en fait, des relations où les gens ne comprennent pas exactement dans quoi ils sont. Les relations toxiques. Voilà. Des questions? Alors, moi, ce que j'aimerais plutôt revenir là-dessus, Mireille, d'abord, bienvenue sur ce plateau de Kin People. Moi, ce que j'aimerais revenir, c'est plutôt où as-tu trouvé l'inspiration et surtout, parce que tu as un prochain livre. Là d'ailleurs, on va faire un petit flash avant pour dire que bientôt, il y aura un deuxième livre dans les bacs. Où trouves-tu ton inspiration, mais surtout le temps? Parce qu'on sait que quand on est manager relations publiques, dans une entreprise privée, on sait très bien comment est-ce que le privé, il faut être là à temps. On a des horaires assez contraignants. Où trouves-tu ton inspiration et surtout, comment tu manages pour avoir une telle production? Écoute Christelle, je crois que tout ce qui est fait justement dans mes fonctions m'aide parce que les relations publiques aujourd'hui font fonction de gestion. C'est-à-dire vous êtes appelé à maintenir, à établir des relations entre un organisme et ses publics. Et donc vous gérez plusieurs choses en même temps. Et je crois que ça m'aide déjà à bien organiser. C'est une question d'organisation. Je te ferai rire, moi je trouve mon temps d'inspiration la nuit. Ah, ok. Parce qu'il me semble que pendant la journée, j'ai le temps justement de vivre certaines choses, d'entendre certaines choses, de parler avec certaines personnes et ça m'inspire. Donc la nuit, je trouve tout mon temps justement pour apposer mes écritures, tout simplement. D'accord. Et puis, je tiens compte aussi de mon vécu. Je tiens compte des vécus de plusieurs personnes autour de moi. Je crois qu'il y a une puissance dans le témoignage. Lorsque vous avez traversé certains types de circonstances fâcheuses ou malencontreuses de la vie, je pense que ça peut vous pousser à pouvoir écrire ça. Pour moi, en tout cas, c'était tout mon plaisir de l'écrire et de le partager avec ma génération. Une forme d'exutoire. Exactement. J'ai toujours aimé écrire sur mes pages Facebook. J'ai jamais compris depuis toutes ces années. J'aimais beaucoup écrire. Déjà depuis toute petite, j'étais très mis au devant de la scène. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas réunir tout ça et écrire. Alors, le livre est disponible, mesdames et messieurs, à Kinshasa, aux éditions. Je n'ai pas vu les éditions. Je me suis auto-éditée. Voilà, j'allais poser la question. J'ai rien vu sur là. Alors, il est disponible où? Alors, il y a plusieurs points de vente, dépendamment de la commune où vous habitez. Voilà. Je pense que tout à l'heure, il y aura des informations précises. Si vous habitez dans la commune de Limété ou toute autre commune, vous appelez un numéro qui viendra justement pour en avoir. Et pour ceux qui sont à Paris, à Bruxelles, à Abidjan et partout ailleurs, ils font comment? Pour ceux qui sont à l'étranger, pour l'instant, on fait par envoi. Ou alors, si vous avez une représentation ici, la personne se procure le livre et puis après... on peut vous l'envoyer. Donc, l'impact des relations sur le chemin de la destinée. Donc, et le prochain livre, ça s'appellera comment? Ça sur quoi? C'est en téléchargement. Ça sur quoi surtout? Les relations toujours ou bien une autre facette de relations Non, pas du tout. Ça sera un livre encore plus profond. Je ne peux pas dévoiler le titre ici. Vous le saurez très prochainement. D'accord. Alors, dans ces livres, vous parlez, comme le dit, de ces relations. Vous parlez des causes aussi. Et est-ce que vous parlez aussi des solutions? Oui. Comment sortir de certaines relations qui n'ont pas marché, ou bien peut-être comment réparer quand peut-être les choses n'étaient pas sur des bonnes bases. Ou alors comment guérir. Comment guérir des mauvais facteurs. Je parle aussi principalement, puisqu'on parle de la guérison, je parle par exemple des blessures du cœur. Okay. Aujourd'hui, c'est inévitable, il y a des personnes qui sont en souffrance.
Et c'est très important de traiter les blessures de votre cœur parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsque vous ne traitez pas vos blessures intérieures, vous savez, l'homme fonctionne dans un système de débordement, je le dis toujours. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur déborde à l'extérieur. C'est inévitable. Un bateau, vous savez, ne coule pas à cause de l'eau qu'il y a autour. Un bateau coule à cause de l'eau qui s'est remplie à l'intérieur. J'ai rencontré, et personnellement moi d'ailleurs, parce que j'ai vécu tout ça, mais j'ai rencontré des personnes qui sont remplies de beaucoup d'amertume, des blessures, des rancœurs, qui ne les traitent pas. Et donc, il faut commencer. Non, il faut commencer justement par se poser les bonnes questions. Il faut commencer par se poser les bonnes questions. À un moment donné, tu te poses qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas chez moi. D'où l'importance aussi d'avoir un très bon entourage. Parce que vous ne pourrez pas toujours savoir ce qui va mal avec vous. Exactement. C'est pour ça que j'ai commencé aussi à parler de la relation avec votre Créateur, parce que dans ce type de circonstances, Dieu vous envoie toujours des personnes autour pour vous aider justement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont aidé à me relever, à tenir et à vraiment reconnaître pourquoi est-ce que je dois traiter, me remettre en question. Ça, c'est important. La remise en question est un processus. Vous traitez vos blessures lorsqu'il y a la rancœur, il y a le pardon qui doit intervenir. Il y a toutes ces choses. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Moi, j'ai déjà le mien. Et vraiment une bénédiction. J'ai déjà le mien. Il y a beaucoup de témoignages vraiment vivants à l'intérieur. Et donc, voilà, je pense que ça passe par le traitement des blessures du cœur. D'accord. Merci beaucoup, Mireille Moukeni. Merci, merci à vous. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Je vous recommande, dames et messieurs, de chercher à voir ce livre, de le lire et de comprendre. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, comme vient nous expliquer l'auteur de ces livres. On espère vraiment que ça pourra vous édifier, que vous pourrez trouver des solutions. C'est ça l'objectif en fait, que les gens trouvent des solutions. Merci beaucoup Mireille. On va se séparer avec vous dans pas très longtemps. Le temps pour nous de prendre une petite pause et on se retrouve juste après. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Alors, et nous allons, dames et messieurs, maintenant parler avec l'entrepreneur du jour, Madame Grace Kikina Monguldiaka, qui, elle, est à la tête d'un festival, le festival ces années-là. Oui. On ne sait pas pourquoi, finalement, voilà, ces années-là. Pourquoi, madame? Parce que d'abord, j'aime l'histoire, et j'aime mon pays, et j'aime la culture. D'accord, l'histoire, le pays, la culture. Oui, donc quand on prend maintenant G3, ça donne ces années-là. Voilà. Parce que c'est une promotion de la RDC, en fin de compte. Je veux raconter l'histoire de la RDC autrement. En une minute. Hein. Oui, je veux que lorsque l'on parle de la RDC, on ne se souvienne pas seulement des guerres, des atrocités, de nos points négatifs, mais je veux qu'on se souvienne aussi qu'on est un pays de culture immense. Très bien. Qu'on est un pays de plusieurs ethnies et qu'on sait vivre ensemble. Ça, c'est important. Et qu'on aime vivre ensemble et qu'on échange beaucoup entre nous. Et d'où la mode, d'où la SAP. Voilà pourquoi est-ce que ces années-là se posent en fait comme un festival culturel de mode pour pouvoir raconter l'histoire de la RDC autrement, au travers du vestimentaire, de l'an 0 à nos jours. L'an 0? Ah oui. Alors, on va tenter. Comment vous avez pu avoir toutes ces informations depuis l'an 0? On a vraiment commencé le travail de recherche, ça fait pratiquement une année. Okay. On a dû trouver des spécialistes, des stylistes, des écrivains et autres qui nous ont parlé de la RDC, mais de l'Afrique en général.
Et on a su, au fait, finalement, pouvoir poser les bases du festival grâce à ces recherches. Et donc, on sait comment les gens s'habillaient de ces années-là à maintenant. Et vous allez, lors de ce festival, il y aura cette chronologie. Oui, on va tenter vraiment, nos stylistes, à qui je remercie, je dis merci, un grand merci, ont tenté de reproduire les mêmes tenues. Peut-être avec quelques défauts, c'est vrai. Ben. On n'est pas les créateurs, mais l'esprit étant là, voilà. Donc ces créations sont là. Ils ont fait de leur mieux et c'est vraiment époustouflant. Et puis on a un styliste qui lui a été assez original parce qu'il a voulu pousser jusqu'à comment s'habiller en 2800. Ah bon? Oui. Intéressant. Comment s'habiller en 2800. Il a projeté... Dans l'hypothèse où on aura un cataclysme, une guerre environnementale, donc voilà. Il n'y a plus de coton, il n'y a plus rien, ben on s'habille comment? Voilà. Et là, lui, il est dans cette optique-là. Donc, mais ça vaut la peine de voir ça. J'attends de voir, même moi, je n'ai pas encore vu, c'est okay. Grave. J'attends de voir comment on va s'habiller en 2800. Je ne serai pas vivante, malheureusement, mais j'aimerais déjà savoir. Mais ça, c'est alors, moi, ce que j'aimerais, c'est un projet qui est très intéressant, Kikina, qui repart en fait sur toute cette histoire, sur toute cette historique. Mais j'aimerais en fait revenir sur les différentes périodes qui vont constituer, je le rappelle, un défilé de mode. C'est-à-dire chaque défilé de mode, chaque sortie devra coïncider à une période bien précise de notre histoire. Est-ce que tu peux brièvement revenir sur les différentes périodes? Oui. On a essayé de scinder notre histoire en 5 étapes précises. Donc, de 0 à 1482. Donc, ça veut dire notre histoire sans l'apport de l'homme blanc. Okay. Et puis, de 1482 à 1960, cette rencontre s'est faite. L'homme blanc impacte notre vie. Comment est-ce que nous le vivons? Et puis, nous avons 1960, la fameuse indépendance. Et nous allons jusqu'à la zaïrisation. Donc, comment est-ce qu'en fin de compte, après que l'homme blanc soit parti, comment est-ce qu'on arrive à se retrouver nous-mêmes? Et puis après, la réalisation 1971, cette appropriation un peu d'une certaine culture différente. On veut être différent de l'Occident, on veut avoir nos propres vêtements, on veut avoir notre propre identité. Donc, c'est une tentative un peu compliquée. Et puis, on passe à la démocratie, c'est un peu la débandade. Donc, on mélange un peu tout. Et on arrive enfin, ben oui, c'est les années... parce qu'en fin de compte, on ne sait pas trop, parce que c'est un moment où on déborde un peu de joie, de liesse, parce qu'on a l'impression que c'est la liberté. Mais en fin de compte, l'histoire nous apprendra que ce n'est pas tant que ça. Voilà. Et puis, on arrive maintenant ces années-ci. Ben, il y a cette liberté. Cette cohabitation entre l'Occident et nous se fait paisiblement. On peut mettre un pain dans la rue sans se sentir désuète. On peut mettre une mini-jupe sans se sentir prostituée. Donc, c'est cette étape. Bon, ce sont ces étapes-là qui seront l'objet de ces... Nous avons d'abord une exposition. Il y aura de grands exposants qui vont venir pour justement nous aider à parler de cette histoire-là déjà bien avant, de 13h à 17h. D'accord. Et puis après, de 17h à 21h, c'est la soirée proprement. D'accord. Dames et messieurs, avant de quitter sur ce plateau, chère Mireille et chère Grace, nous avons un petit... En fait, nous avons des jeux sur ce plateau pour détendre un peu l'atmosphère. Mais aujourd'hui, on aura des devinettes. Qui est fort en devinettes? J'ai jamais été forte. Christelle, elle remporte de temps en temps, mais elle se plante aussi tout le temps. Alors, Chaline, elle donne... Ça va, Il y a une bouteille de Martignon à gagner. Ça va. Je peux faire de mon mieux. La bouteille de Martignon, elle aime toujours les invités. Bien bon, je pourrais te l'offrir aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, on y va. Alors, ça sera, chacun va prendre. Mon Dieu. C'est vraiment comme ça. Mon drapeau contient un soleil. Il y a une qui triche là. Mon drapeau contient un soleil et mon peuple vénère le football. Qui suis-je? Le Brésil. Non. Le Japon? Non. Depuis quand on joue au Japon? Attends, mon drapeau contient un soleil. Un soleil et mon peuple vénère le football. Attends, l'Argentine? Définitivement. Bravo! C'est l'Argentine. Argentine. Ouais, il y a un soleil dans ce soleil. Applaudissez comme un mais c'est pas loin. On n'était pas au Brésil. Non, tu m'as aidé en fait. Ça m'a aidé. Elle a dit un pays voisin? Elle a dit un pays voisin. C'est l'Argentine, mesdames et messieurs. Ils ont un soleil sur leur drapeau et ils ont Messi. Ouais. Et Maradona. Ils ont eu Maradona. Ils ont eu Maradona. Ah, voilà. Comment appelle-t-on une femme qui n'a jamais pris de pilule? Une femme qui n'a jamais pris de pilule. Ouais. Quelle pilule? La pilule contraceptive. Bah ouais, pour faire des bébés. Une vierge? Non. Non, ça vient pas. Franchement, on a... Oula. Une femme qui n'a jamais pris la pilule. Tu as un indice? Ouais, c'est quelqu'un avec qui on vit tous les jours.
Quoi, une maman qui n'a jamais pris. La maman, ouais. Parce que si maman avait pris de pilule, on ne serait pas là. On serait pas là. Que fait-on? Que fait un boulanger au réveil chaque matin? Qu'est-ce qu'il fait? Le boulanger, quand il se réveille le matin... Il pétrit la pâte, il fait sa pâte. Il lave ses mains. Enfin, Pardon? Il lave ses mains. Il prend son bain. Non. Il fait son pain. Toi, tu te pointes toujours. Elle a eu un bain. Mireille? il se rend à sa boulangerie, il pétrit le pain, tu sais. Non, il se lève de son lit. La première chose, il vérifie la fermentation de la veille. Ah, parce qu'en fait, ah bah oui, d'accord. Avant de pétrir, il vérifie la fermentation de la veille. Voilà, voilà. C'est pour moi quand même. Alors, on va finir avec celle-là. Je suis bleu et je contrôle le monde. Qui suis-je? Le ciel. Non. Qu'est-ce que... La mer. Je suis bleu et je contrôle le monde. Actuellement, il contrôle le monde. Twitter. Non. Méta. Dames et messieurs, on va finir cette émission. Merci à vous, chères dames, d'être passées. On a eu du très bon monde sur ce plateau aujourd'hui. Chalim, tu étais merveilleuse. Merci à toi, Christelle Dibata. Merci à Grace Kikina. J'aime bien ton nom, Kikina. Mongoul Diaka, voilà. Et merci à toi, Mireille Mokeni, avec ce livre merveilleux, dames et messieurs, qu'on vous recommande vraiment de... Il faut le lire, hein, il faut le regarder, c'est très très important. À vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout, vous êtes en France, en Belgique, ici à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est en train de monter et on vous dit merci. Cette émission que vous regardez, c'est la toute dernière de la saison 2. Voilà, c'est la toute dernière. On finit aujourd'hui avec cette deuxième saison et on vous promet de revenir très vite. Ça veut dire dans vraiment en tout cas très vite. Je ne sais pas vous exactement quoi. Alors, donc on va revenir avec sûrement de nouveaux visages, sûrement un nouveau visuel, un nouveau concept pour annoncer la 3e saison de Kin People qui sera lancée par Tantan. Ça sera Christelle Dibata qui sera sûrement à la présentation. Et moi je vous dis merci mesdames, à vous d'être passées. Merci à toi Chali, merci Christelle, merci Grace. On se retrouve très vite dames et messieurs sur B1 Télévision. Je n'oublie pas de remercier tous nos sponsors et partenaires, Africell, Martini, Mbote, Sycamore, ainsi que Woodap qui n'ont pas lésiné sur la volonté d'accompagner Kin People. Portez-vous bien. Bye bye.